Bonjour et bienvenue à cette conférence scientifique. Je suis Jacinthe Dupuis, agente de planification, programmation et recherche dédiée au volet transfert de connaissances pour la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche au CIS de Laval. Juste quelques mots techniques pour commencer. Assurez-vous que votre micro est fermé pendant la présentation principale. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'espace de questions et de réponses, l'espace de discussion ou encore lever la main. Une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Les questions seront reprises et les permissions de parler seront données à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Fox, qui est professeure agrégée au département de communication de l'Université de Montréal, formée en communication, mais également en économie et en études internationales. Les intérêts de recherche de Mme Fox portent sur le rôle de la communication lors de collaborations interprofessionnelles en soins de santé, et ce, tant en soins de première ligne qu'en soins hospitaliers. Elle s'intéresse également au rôle du patient ou du client dans le contexte des soins collaboratifs. Ce midi, elle vient d'ailleurs nous présenter les résultats d'une recherche récente portant sur la collaboration interprofessionnelle en soins primaires. Donc, à toi, Stéphanie. Merci beaucoup et merci à tout le monde de votre intérêt. Comme Jacinthe a mentionné, mon nom c'est Stéphanie Fox, professeure agrégée au département de communication à l'Université de Montréal, et je vais vous présenter une étude aujourd'hui que j'ai menée avec Mylène Breton, Aline Faria et Kelly Kilpatrick, qu'on a intitulé « Quand déranger fait partie de la pratique professionnelle, collaboration interprofessionnelle et influence institutionnelle en soins primaires ». Et en effet, c'est un projet qui porte sur les expériences des infirmières praticiennes spécialisées ou les IPS en soins primaires, notamment leurs défis en matière de communication dans leurs efforts de collaborer avec d'autres professionnels. Et notre étude a été financée par le Réseau 1 et par le RECIC, et on déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt dans la conduite ni la présentation de cette recherche. Je vais commencer avec une brève mise en contexte au sujet des IPS en soins primaires au Québec, mais généralement, dans les pays en Occident, au cours des 2 dernières décennies, les organisations de soins primaires ont eu de plus en plus de recours à la participation des IPS dans les équipes interprofessionnelles en soins de santé. Et en général, les IPS en soins primaires peuvent fournir des soins aux patients, y compris le suivi et la surveillance des problèmes aigus mineurs et les maladies chroniques. Au Québec, les IPS ont été introduites en 2003 en soins primaires, et rendu en 2015, il y en avait 308 qui pratiquaient, avec de plus en plus chaque année. Donc, on voit que c'est vraiment une profession qui est en train de s'installer. Pourquoi intégrer une IPS au sein des équipes en soins primaires? Mais parce qu'on cherche à améliorer l'efficacité organisationnelle et la qualité des soins en améliorant l'accès des patients, tout en contrôlant des coûts et en compensant la pénurie de médecins. Leur intégration coïncide donc avec plus de 20 ans de réformes en soins primaires qui ont donné lieu à un renforcement des politiques et des financements en faveur des soins dispensés par des équipes interprofessionnelles. Donc, on fait vraiment le lien IPS-équipe inter. Et parce que je suis professeure experte en communication, je dois souligner que la communication est largement et généralement reconnue comme un déterminant clé à la collaboration interprofessionnelle. On a mené une revue de la littérature qui a révélé cette priorisation des équipes interprofessionnelles lors des réformes ont été à la fois le principal moteur de l'intégration des IPS dans les organisations de soins primaires, mais aussi peut être un obstacle. Cette approche des soins en équipe a institutionnalisé une valorisation de la contribution de différents professionnels à la qualité des soins. Et là, on peut vraiment faire le lien avec tous les efforts de rationalisation des ressources en soins de santé. On peut penser à amélioration de qualité, des mots qu'on voit très souvent. Donc, l'intégration des IPS a souvent été intégrée dans ces efforts de rationaliser des ressources. Et on sait que l'intégration des IPS au sein des équipes interprofessionnelles est parfois épineuse. Et il existe des défis au niveau macro, au niveau systémique ou même institutionnel.
Et donc, ces défis au niveau institutionnel comprennent les politiques d'accréditation et de remboursement, ainsi que la définition et la gouvernance du rôle et de champ de pratique des IPS. Et tous ces défis au niveau macro font l'objet de négociations entre les organismes de financement, donc les gouvernements, et les ordres professionnels concernés, notamment l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et le Collège des médecins du Québec, dans l'établissement des lignes directrices pour la pratique des IPS. Donc ça, c'est vraiment au niveau institutionnel ou au niveau macro. Et ces défis macro, si mon PowerPoint décide de coopérer avec moi, ces défis macro ou institutionnels ont vraiment pris une grande importance dans notre étude, comme vous allez voir. Et donc, on a qualifié ces 3 différents points. Premièrement, la rationalisation des ressources dans le système de soins de santé, mais également l'hiérarchie professionnelle où la médecine se trouve vraiment en haut, et la lutte continue pour la professionnalisation pour l'IPS en tant qu'occupation. On a qualifié ces différents points comme des caractéristiques du paysage institutionnel. Et je vais revenir tantôt sur ces caractéristiques. Au niveau méso, il existe également des défis qui sont liés aux tensions qui viennent de ces différentes caractéristiques du paysage institutionnel. Donc, les points de tension peuvent survenir en raison de l'interdépendance de la pratique collaborative entre notamment les IPS et les médecins dans les organisations. Par exemple, ces tensions peuvent découler de l'exigence légale selon laquelle les IPS doivent être formellement supervisés par leurs médecins partenaires au Québec, même si on dit que les IPS pratiquent de façon autonome. De plus, la reconnaissance et la compréhension du rôle des IPS doivent être également élaborées dans chaque environnement de pratique, donc dans chaque organisation. Comment est-ce que le rôle de l'IPS se chevauche avec ceux des autres professionnels? De plus, l'intégration des IPS dans les contextes organisationnels dépend d'un soutien administratif, ainsi que des modèles de pratique ou des modèles de pratique de collaboration interprofessionnelle où de nouvelles frontières professionnelles ont déjà été négociées ou du moins qu'il existe des mécanismes pour leur négociation. Donc, voici pour les défis au niveau macro. Et notre revue de la littérature a démontré qu'il existe de nombreuses recherches sur les contraintes structurelles à l'intégration des IPS et à la pratique collaborative qui se joue au niveau méso, au niveau organisationnel. Mais à notre connaissance, il y a peu de recherches qui portent sur la façon dont les tensions institutionnelles, ces différentes caractéristiques du paysage institutionnel, comment ces caractéristiques se manifestent dans les pratiques communicatives des équipes de soins primaires interprofessionnelles dont les IPS sont membres. Autrement dit, on ne voit pas vraiment beaucoup de recherches qui portent sur les influences institutionnelles sur les interactions au niveau micro. Et il est très important, en fait, d'étudier cette question parce que c'est au niveau de l'interaction que la pratique interprofessionnelle est vécue par les IPS et par les autres professionnels avec lesquels elles collaborent. Donc, on trouve une lacune dans nos connaissances, notamment concernant comment les caractéristiques du paysage institutionnel sous-tendent et organisent la communication dans les contextes locaux où les IPS font partie des équipes interprofessionnelles. Alors, on a posé cette question au début de notre étude, on a posé cette question de la recherche. Quels sont les défis de communication auxquels font face les IPS qui font partie des équipes interprofessionnelles dans les cliniques de médecine de famille, donc dans les GMFU, les GMF, etc. Et on a commencé avec cette question au début. Et on a mené une étude qualitative et exploratoire. On a fait des entretiens semi-dirigés dans 5 cliniques différentes, dont 2 GMFU, ou les contextes universitaires, où il y a des activités d'enseignement, 2 GMF qui n'étaient pas associés à une université, et une clinique qui n'était pas un GMF. Et donc, on a fait des entretiens auprès de 7 IPS et leurs partenaires cliniques
leurs médecins partenaires ainsi que les infirmières cliniques, 2 infirmières cliniques, parce que c'était avec les médecins partenaires et les infirmières cliniques que les IPS collaborent le plus. On a également fait un entretien avec un administrateur de réseau régional pour les services IPS. Et ces entretiens, les questions portaient sur les dynamiques, les défis de communication et aussi sur les solutions de contournement qu'ont trouvé les participants. Et on a fait une analyse thématique de ces entretiens et on trouvait que les défis en matière de communication dépassaient le contexte local. En effet, on observait une forte tension dans la dynamique de communication entre les IPS et leurs médecins partenaires, mais que cette tension ne pouvait pas être expliquée par les dynamiques de groupe ou les dynamiques des équipes, c'est-à-dire que l'explication ne se trouvait pas au niveau local, au niveau micro. Donc, on a posé une deuxième question de recherche avec ces données. Et cette deuxième question est: comment ces défis de communication manifestent-ils des caractéristiques du paysage institutionnel? Donc, on a vraiment cherché à comprendre pourquoi on voit cette tension. Et on a mobilisé la théorie institutionnelle de la communication organisationnelle de John Lammers et Joshua Barber, qui cherche à sensibiliser les chercheurs et aussi les praticiens, si vous êtes praticien, nous sensibiliser aux influences institutionnelles dans les contextes locaux et micro. Donc, cette théorie nous a aidé vraiment à comprendre, ou mieux comprendre, qu'est-ce qui se passait dans nos données, nos analyses. Et ça ne serait pas surprenant, étant donné l'introduction que je viens de donner, les 3 thèmes qui ont ressorti comme réponse à notre deuxième question de recherche sont en effet les caractéristiques du paysage institutionnel. Donc, on a vu dans nos analyses la présence d'une logique managériale qui promue la rationalisation des ressources de soins de santé et qui promue également la collaboration interprofessionnelle et l'intégration des IPS, mais qui, notamment à travers les réformes en 2015, notamment le projet de loi 20, plusieurs de nos participants ont mentionné les réformes et le changement à leur pratique depuis les réformes. Ces réformes ont augmenté le nombre du patient par médecin et a eu l'effet pervers de rendre le temps des médecins encore plus rare. Et ces efforts de rationalisation des ressources en soins de santé ont eu lieu dans un contexte où l'hiérarchie professionnelle est toujours très forte et on peut voir que le fait d'augmenter le nombre de patients par médecin comme réponse est en fait une manifestation de l'hiérarchie professionnelle où le temps des médecins est beaucoup plus valorisé que celui des autres professionnels. Donc, les réformes ont eu lieu dans un contexte où presque toutes les solutions de contournement aux défis de communication tombaient sur les épaules des IPS, comme on va voir tantôt. Finalement, le fait même que les IPS sont en pleine intégration dans le système de santé démontre une certaine lutte pour la professionnalisation de cette occupation. Donc, ce sont les 3 thèmes et je vais interpréter les défis. Il y en a 3 défis de communication qui ont ressorti de nos analyses. Je vais les interpréter en gardant en tête ces différentes manifestations du paysage, caractéristiques du paysage institutionnel. Donc, le premier défi qui était mentionné presque par tout le monde était un manque de temps. Et le défi de communication le plus souvent signalé était vraiment la communication entre les IPS et les médecins partenaires. Et je dois mentionner 3 petits points de contexte. Les IPS, premier point de contexte, les IPS doivent consulter leurs médecins partenaires dans le cadre de leur travail quotidien, parfois pour obtenir les signatures ou lorsqu'une décision de traitement dépasse leur champ de pratique, etc. Deuxième point de contexte, les IPS ont donc des besoins élevés, des besoins de communication élevés avec leurs médecins partenaires. Donc, lorsqu'on a un besoin d'interaction avec un autre professionnel, bien, ça augmente aussi les possibilités de tension. Troisième petit point de contexte, c'est que dans les guides directrices établis, négociés entre l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et le Collège des médecins, pardon,
existe l'obligation de prévoir, de planifier des occasions et des mécanismes de communication fréquentes. Autrement dit, les lignes directrices stipulent qu'il faut y avoir les rencontres formelles planifiées. Donc, ça, c'est une exigence pour le succès de leur collaboration, dans le fond. Bon, je reviens au défi, ce défi de manquer du temps. Les médecins ont tous perçu une pression pour voir de plus en plus de patients. Et en fait, tous les participants ont remarqué que les médecins sont vraiment sous pression. Et cela résulte dans une difficulté pour les IPS d'accéder à leurs médecins partenaires pour leur poser des questions de façon ponctuelle. Et on peut interpréter ces différents défis par ce contexte institutionnel et les réformes au système de santé. Le projet de loi 20 a vraiment eu comme objectif de rationaliser les ressources, d'augmenter l'efficacité, mais aussi en valorisant le temps des médecins, en augmentant la pression sur ce temps précieux. On voit également une manifestation de cette hiérarchie professionnelle. Donc, ce n'était pas non seulement que leur temps était plus précieux, c'était plus rare. Et donc, il y a eu de plus en plus de contraintes sur leur temps, qui n'est pas bon pour la collaboration. Bon, comment les différents collaborateurs ont trouvé, quelle stratégie est-ce qu'ils ont trouvé? Mais on a eu une participante qui a mentionné qu'il faut organiser les disponibilités. Donc, par exemple, on a vu dans un des GMFU, il y avait des rencontres qui étaient planifiées. Donc, cette exigence officielle selon les lignes directrices, il y avait des rencontres formelles planifiées. Mais on ne voyait pas ça dans tous les contextes cliniques. On voyait également dans les GMFU les discussions IPS-MD rouler dans les heures de supervision des résidents en médecine. Autrement dit, on avait une certaine période d'heures par semaine où les résidents peuvent poser leurs questions aux superviseurs. Les superviseurs ne voient pas de patients pendant ce temps-là, donc c'est propice pour intégrer ces discussions également. Et dans toutes les cliniques, on a vu la communication asynchrone par tâche ou par messager interne. Et cela fonctionnait bien pour les problèmes qui n'étaient pas très ponctuels. Mais lorsque un IPS avait vraiment un besoin ponctuel pour parler à un médecin partenaire, qu'est-ce qu'elle faisait? Mais elle attendait. Donc, on voyait les IPS surveiller la porte du médecin dans toutes les cliniques. C'était une technique qu'elles utilisaient et elles attendaient pour qu'il ou elle soit disponible. On a également vu dans un des GMFU, un système informatique qui permettait de tracer le trajet du patient dans la clinique. Et donc, l'IPS pouvait surveiller l'horaire du médecin et voir est-ce que le patient est avec lui en ce moment. Non, OK, bon, j'y vais. Donc, ça, c'était une façon d'organiser les disponibilités, mais on peut remarquer que c'est les IPS qui font beaucoup des accommodements pour gérer cette tension qui viennent de ces caractéristiques institutionnelles, du paysage institutionnel. Donc, on voit encore une fois une manifestation de l'hiérarchie professionnelle. Deuxième défi qui était mentionné par presque tous les participants, c'était de déranger. Cette communication entre l'IPS et son médecin partenaire était souvent dérangeant, et notamment dérangeant pour le médecin. Donc, les IPS trouvaient que déranger faisait quasiment partie de leur pratique professionnelle. Et donc, toutes les IPS et dans toutes les cliniques, on avait l'impression de déranger le médecin partenaire. Dans les GMFU, les médecins ont dit, oui, on est dérangé, c'est dérangeant d'être interrompu à plusieurs reprises lors de sa journée de travail. On aime les IPS, on trouve que ça apporte quelque chose à notre pratique, mais c'est difficile pour la concentration ou je suis en retard après. C'était dérangeant pour les IPS dans toutes les cliniques d'avoir ce sentiment de déranger l'autre et d'avoir à attendre, c'est dérangeant. Dans les contextes non universitaires, donc les contextes où il n'y avait pas d'activité d'enseignement, les médecins n'ont pas dit que c'était dérangeant. En fait, ils nous ont dit, les IPS ne dérangent pas. Ils ne vont jamais venir cogner à notre porte. Ils vont trouver les moments, soit avant que je commence ma clinique, soit pendant l'heure du lunch,
pour poser leurs questions. Donc, ça ne nous dérange pas. Mais ça faisait en sorte que ça dérangeait les IPS d'être obligés de faire ces accommodements. Bon, quelles étaient les stratégies pour faire face à ce dérangement? On a trouvé 3 stratégies de communication pour gérer cette tension. La première, c'est de recadrer le sens du dérangement. Dans les GMFU, les IPS ont vraiment essayé de recadrer le dérangement pour dire que c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose qu'il faut juste accepter et gérer. En fait, c'est quasiment une preuve de professionnalisation si on arrive si on arrive à gérer ce dérangement, c'est quelque chose d'héroïque, ça fait signe de leadership quasiment. Et dans cela, on propose qu'on peut voir cette lutte pour la professionnalisation dans le contexte local. Donc ça, c'était dans les GMFU. La situation était différente dans les GMF. Et dans les contextes non enseignants, les IPS avaient l'impression de devoir restreindre l'expression de leur propre frustration face à la situation de cette communication dérangeante. Elles étaient également gênées, frustrées, dérangées de devoir toujours courir après les médecins, de les accommoder, de les attendre et de sentir que les médecins n'appréciaient pas leur contribution. Et j'ai décidé d'inclure cette citation, c'est la seule citation. Je sais que c'est un peu plate parfois d'avoir beaucoup de citations, mais celle-là est vraiment parlante. Donc, cette IPS dans un GMF non enseignant, c'est un GMF, elle nous a dit « On ne peut pas dire aux médecins partenaires, vous savez, quand vous roulez les yeux parce que je suis allée vous déranger une deuxième fois, moi, j'ai vu 20 patients la semaine dernière. Vous n'avez pas vu ces patients, mais ils étaient vus. Ils ont été vus. Ça augmente notre fréquentation. Ces patients-là sont contents. Ils ont été soignés. Donc, ne roulez pas les yeux parce que je suis venue vous voir une deuxième fois aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas dire cela, mais j'aimerais que cela soit reconnu. Donc, j'ai inclus cette citation pour reconnaître cette frustration qui est souvent non exprimée. Et finalement, la troisième stratégie, c'était de créer une hiérarchie de dérangement ou un mécanisme qui a été mis en place selon lequel l'IPS irait d'abord voir le médecin qui serait le moins dérangé. Dans les contextes d'enseignement, et c'était seulement dans les contextes d'enseignement qu'on a parlé explicitement de cette hiérarchie de dérangement. Dans ces contextes-là, le médecin qui va être le moins dérangé, qui est celui qui supervisait les résidents en médecine. Donc, il ne voyait pas les patients. Et ça faisait en sorte que c'est une certaine manifestation de cette rationalisation des ressources, mais d'obliger les IPS d'aller voir les médecins partenaires lors des heures de supervision faisait en sorte que les IPS étaient mis sur le même pied d'égalité avec les médecins en formation, avec les étudiants. Tandis que ces IPS sont des professionnels formés, accrédités et en principe autonomes. Donc, on voit encore une fois une hiérarchie, une manifestation de cette hiérarchie professionnelle. Troisième et dernier défi, c'était de parler à et comme un médecin. Donc, apprendre à bien communiquer avec le médecin est lié à l'apprentissage du raisonnement clinique. Donc, ça fait vraiment partie de l'apprentissage professionnel et la professionnalisation de chaque IPS. Et donc, les médecins et les IPS ont tous les deux mentionné qu'il faut que l'IPS apprenne à cadrer ses propos comme un médecin le ferait. Et en même temps, les deux groupes professionnels ont reconnu, ont constaté que ce sont les IPS qui doivent s'adapter aux médecins. Donc, si on veut qu'un médecin nous traite nous voit de façon crédible, si on ne veut pas que notre crédibilité professionnelle soit en jeu, il faut vraiment cadrer ses propos. Et également, à part de juste parler comme un médecin, si on veut parler à un médecin, il faut faire individuellement ou sur une base individuelle des adaptations
pour parler aux médecins. Donc, il y a certains médecins qui sont connus pour être un peu plus difficiles d'approche et donc on doit s'adapter. Donc, pour un tel, une IPS nous a dit, je dois absolument avoir cadré solidement mes propos pour pouvoir lui parler. Et donc, encore une fois, ils ont explicitement, cette fois-ci, reconnu l'hiérarchie professionnelle. Et c'est seulement dans les contextes d'enseignement qu'on a reconnu ce défi de cadrer son discours dans les propos de l'autre profession. Et pour ce défi, le défi en soi était aussi la stratégie pour le faire face. Donc, il faudrait vraiment apprendre à parler comme un médecin et cela voulait dire s'approprier le langage médical comme le langage IPS. Et on peut voir encore une fois la lutte continue pour la professionnalisation ainsi que la hiérarchie professionnelle. Bon, je vous ai partagé beaucoup d'informations. Et quels sont les messages à retenir, à mon avis? Premier message, les réformes structurelles majeures peuvent avoir des impacts inattendus et involontaires sur les dynamiques de communication locale qui nuisent à la collaboration. Et donc, il faut que les décideurs y pensent lors de la planification des réformes, parce que la communication est vraiment un déterminant central à la collaboration. Et donc, il faut prévoir le temps de la collaboration et les mécanismes pour la communication. Deuxième message à retenir, la collaboration interprofessionnelle ne peut pas conduire à une plus grande efficacité si la hiérarchie professionnelle s'y oppose continuellement. Les efforts de rationalisation, d'améliorer la qualité peuvent échouer en termes d'efficacité si on ne reconnaît pas l'hiérarchie professionnelle. Et ceci, c'est un défi qui dépasse le contexte local des équipes, le contexte local de l'interaction. Et donc, une solution permanente, s'il y en a une à trouver, doit être intégrée au niveau institutionnel. Mais au niveau local, au niveau micro, au niveau des équipes, on peut quand même chercher des solutions de contournement, des solutions provisoires à cette tension entre la rationalisation des ressources et l'hiérarchie professionnelle. Au niveau micro, on peut remettre en question l'hypothèse selon laquelle ce seront toujours les IPS qui s'adaptent aux préférences des médecins. Et finalement, le roulement des yeux nuit à la collaboration. Et je sais que c'est de la communication non verbale 101, mais cela mérite un rappel. Donc, le roulement des yeux nuit à la collaboration. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère, on a un article qui sera, on espère, bientôt publié. Il est sous évaluation et si vous voulez me contacter, voici mon courriel et le URL pour notre laboratoire de recherche où on va avoir éventuellement, on espère, cette publication.